De retour pour Désertion, comme tous les mercredis, spécial cause animale. Quand on s'intéresse à la cause animale, on peut que avoir envie de tout brûler derrière dans cette société. C'est évident quand on voit ce qui se passe. Et aujourd'hui, je pense que vous allez repartir de ces 1 ou 2 heures de stream dans le même état que moi, avec des allumettes, une bouteille, un chiffon au bout. La vivisection, c'est quand même un sujet central pour les défenseurs des animaux. Et pour qui montre vraiment le rapport barbare qu'il y a l'humanité, enfin une partie de l'humanité en tout cas, on va le voir, il y a encore un rapport de classe là-dedans à la nature. Et donc on rentre dans le vif, je sais pas si c'est vraiment le mot, bon alors je vais passer vite fait sur ces images, mais c'est histoire de faire un petit panorama de ce qui se fait et de ce qu'on appelle vivisection en France. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et vous allez voir qu'il y a plein de trucs, c'est à l'aveugle, juste pour faire des statistiques bidons, ils vont tuer des animaux et les sacrifier parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, là, ce qu'on voit là, c'est des cochons qui sont utilisés. Alors, ça a été interdit récemment, mais c'est dans un crash test de Volkswagen. Ils utilisaient des cochons pour les envoyer contre des murs et tester comment leurs organes étaient absolument défoncés après. Ça a été interdit, mais évidemment, comme toutes les interdictions dans ce monde, il y a des petites entourloupes où on peut passer autour, faire ça dans un autre pays avec d'autres animaux, sous d'autres conditions. Mais voilà ce qu'ils font subir aux cochons, particulièrement, parce que c'est compliqué de mettre des souris dans des sièges bébés. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais essayer de passer vite parce que c'est quand même assez affreux ces trucs. Ouais, bah ça, vous connaissez ça. Ça peut s'appeler de la vivisection parce que c'est quand même des expériences. C'est fait pour, entre guillemets, l'enseignement aux jeunes, comme vous voyez là, sur des animaux. Et là, donc c'est un trou dans l'estomac d'une vache pour regarder à l'intérieur de son corps et de ses organes et de foutre les mains dedans, avec le sourire, bien sûr. Ouais, celui-là c'est une photo qui date un peu des années 80, mais ça se passe toujours comme ça. Un singe libéré d'une école royale de chirurgie. Les chirurgiens se font la main sur des animaux vivants. Lors d'un raid de la South East Animal Liberation League en 84, les vivisecteurs avaient tatoué crap merde sur son front. Et ça se fait encore, en fait, ils tatouent des numéros sur la gueule des animaux sans aucune race en fait. Bon, je commence déjà à m'énerver dès la 3e slide. Bon, ça va être comme ça pendant tout le truc. Ça va être dur de tenir sans gros mots et sans insultes, évidemment. Parce que là, on va vraiment voir la lie de l'humanité, les pires ordures, en fait, qui existent. Et ça, j'ai trouvé un petit article sympa. Beagle sont les animaux les plus utilisés pour les tests sur les animaux. La raison est que ce sont eux qui font le plus confiance aux humains, oui. Et donc on voit un des tests qui sont faits sur les animaux, souvent c'est ça, c'est pour les tests cosmétiques où ils coupent, enfin ils rasent du poil, et sur des animaux souvent, donc là c'est des chiens, qui sont en cage toute leur vie en fait, qui sont reproduits pour avoir une certaine sensibilité à ces tests, et donc ils leur injectent différents types de trucs pour voir ce que ça leur fait, de quelle manière ils souffrent, etc., de quelle manière ils meurent, et souvent les protocoles font que même si ça leur fait rien, ils doivent quand même les tuer après pour que le test soit validé en fait. Et donc là, je sais pas ce qu'ils lui ont injecté, je veux pas le savoir, on aura plein de détails de ces trucs affreux. Proanima.fr, je crois, si je m'abuse, c'est une asso anti-vivisection française qui fait une recherche pour promouvoir les alternatives. Et donc ils ont publié ce document dans un journal. À quoi servent ces recherches? Alors grosso modo, le journal fait pas trop de détails, mais il dit principalement c'est pour la recherche fondamentale. Alors la recherche fondamentale, on va le voir, c'est des mecs qui tapent à l'aveugle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait si par exemple on met une souris dans l'eau, tiens, et on voit si elle va se noyer et on la sauve à la dernière seconde et on recommence toute sa vie comme ça. Genre c'est vraiment des trucs à l'aveugle pour trouver des trucs, pour trouver quelque chose. Les mecs ont des subventions, souvent c'est le CNRS qui fait ça, et ils cherchent à l'aveugle quelque chose pour déposer un brevet et faire du pognon derrière. On verra peut-être par la suite quels trucs ont été découverts grâce à cette torture, ou peut-être pas. Le deuxième, c'est la mise au point de médicaments ou d'aliments. Donc là, c'est une catégorie assez large, mais on verra que c'est pour faire des croquettes. Enfin voilà, quoi, ils tuent des tas d'animaux. Recherche appliquée aux pathologies humaines et animales. Et autres, encore une fois, autres, c'est le plus large. Recherche sur la conservation des espèces. Je vois vraiment pas ce que ça peut vouloir dire. En faisant cette émission, j'ai eu un témoignage aussi de quelqu'un qui a fait des études de biologie, enfin pas directement de biologie, mais en fait elle a eu un TP de biologie à l'UTC de Compiègne, et il faisait faire des expériences sur
sur une souris, où en fait elle était pas morte la souris, ils l'avaient endormie, et ensuite ils avaient branché des électrodes sur son système nerveux, et il fallait qu'ils règlent sur un ordinateur, en regardant la souris derrière du verre, il fallait qu'ils arrivent à augmenter ou baisser le rythme cardiaque de la souris, et donc chacun essayait, tournait le bouton pour voir si la souris tremblait dans tous les sens, et crevait, et ensuite il la foutait à la poubelle. Donc grosso modo pour l'enseignement c'est ça. Et aussi pour la chirurgie comme on a pu le voir dans un slide précédent, ce qu'ils appellent procédure modérée ou légère, c'est ça par exemple. Genre voilà, c'est bon, on lui a que rasé un bout de poil, on lui a que injecté des produits cosmétiques qui servent à rien, on lui a que fait bouffer de la crème solaire pour voir s'il allait mourir ou pas. Mais comme il meurt pas, ça reste dans modéré et léger. Et en fait ça c'est des trucs que tu peux répéter à l'infini sur les animaux toute leur courte vie avant de les buter. Procédure sévère, alors là, je vous ai épargné les trucs, mais quand ils greffent une oreille humaine sur une souris pour voir si elle va survivre, ou voir surtout si l'oreille va survivre, ou alors si par exemple ils leur enlèvent des organes vivants pour voir s'ils vont survivre, à quoi sert le foie, hop, ils enlèvent le foie. Bref, et procédure sans réveil, c'est un peu ce que je vous ai dit, c'est-à-dire ils endorment un truc, ils lui font subir tout type de saloperie, et ils le réveillent pas, ils le foutent à la poubelle ou ils le claquent contre un mur. Voilà, grosso modo, on a un petit panorama de la vivisection en France, mais vraiment très léger, on va rentrer dans les détails dans quelques instants. Voilà la liste des animaux un peu plus précis qui sont utilisés pour ces expériences dégueulasses. C'est un arrêté français du 1er février 2013 qui fixe les conditions de fourniture de certaines espèces animales. Je sais qu'il y a une loi récemment qui proposait en France que les labos se servent sur Le Bon Coin pour trouver des animaux pour faire leurs expériences dessus. Je ne sais pas si ça a été validé ou pas. Si quelqu'un le sait dans le chat, si oui, je prends tout de suite ma fourche et ma torche pour aller foutre le feu. Sinon, on se laisse un petit peu de temps. On a le temps de boire le thé avant. Et donc voilà, grosso modo, on a les souris, ok, les rats, les cobayes. Les cobayes, je crois que c'est ce qu'ils appellent cobayes. C'est des hamsters en fait. Ah, c'est les cochons d'Inde, voilà. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les hamsters dorés, les hamsters chinois, la gerbille de Mongolie. Qu'est-ce qu'ils font aux gerbilles de Mongolie? C'est ça, ah les bâtards. Ok, le lapin, d'accord, on sait. On a vu des trucs où ils leur injectent des produits dans les yeux. Les chiens, oui. Les chats, je préfère pas le savoir. Primates de toutes espèces, ça, c'est vraiment le pire. Xénopes du Cap, je crois que c'est des grenouilles. Des grenouilles qui font souvent disséquer vivants aux élèves. Ouais, voilà. Et le poisson zèbre, c'est le petit poisson dont je vous parlais tout à l'heure, le poisson zébré, grand comme un poisson rouge, voilà. Qu'on a souvent dans les aquariums. Ils leur font aussi subir des dingueries. Donc voilà, grosso modo, tous les animaux qui sont utilisés. Donc ça, c'est un extrait de ENVA, je crois que c'est l'école nationale des vétos de Maison-Alfort. Vous savez, il y a un gros complexe, une école véto au sud de Paris, où souvent, la plupart des vétos du nord de la France sont formés. Et évidemment, pour leurs études et autres merdes, ils pratiquent la vivisection. Et donc là, j'ai trouvé ça sur leur site, conception et réalisation des procédures de recherche animale. Et donc c'est pour les études en fait, c'est un truc payant, un tarif sera appliqué, etc. Et ils vendent des formations en vivisection. Et donc là, théoriquement, ils apprennent aux gens réglementation française, principe éthique, comme vous allez voir, c'est magnifique. Et il y a un module spécifique de travaux pratiques, évidemment. Donc ils vont apprendre à faire des procédures faiblement invasives, comme on a vu, c'est raser des poils sur des animaux enfermés toute leur vie et leur injecter des trucs. Éléments théoriques et pratiques, biologie des espèces étudiées, anatomie, donc ça veut dire ils doivent disséquer des animaux morts ou vivants, travaux pratiques, voilà, alimentation, reproduction, comportement, alors ils font des études sur le bien-être des animaux en les torturant bien sûr de manière sadique. Génétique, parce que bien sûr beaucoup des animaux qui sont utilisés dans la vivisection sont des animaux génétiquement modifiés, ça a été autorisé il y a quelques années seulement. Souvent ils sont génétiquement modifiés pour être plus sensibles à telle maladie, pour ensuite pouvoir leur inoculer diverses choses et qu'ils soient plus réactifs, quoi. Reconnaissance des signes de douleur et de souffrance. Alors ça, ils doivent bien apprendre ça quand même pour noter sur leur pic alpin quand ils torturent les animaux. Alors là, c'est bon, il bouge beaucoup. Là, quand il tremble, c'est qu'il est vraiment pas serein. Là, quand il a plus d'organes et que c'est juste qu'un petit squelette vide, peut-être qu'il est au niveau 10, voilà. Et donc, ils leur apprennent à comment les anesthésier, comment les tuer, méthode d'euthanasie par espèce. Donc on va le voir, le plus souvent, c'est les fracasser contre un mur. Et hébergement des gestions sanitaires des espèces étudiées, comme on l'a vu, choisir la taille de l'isolateur pour pouvoir emprisonner les animaux.
Et donc, bah voilà, c'est l'école de veto de Maison Alfort qui fournit ça, évidemment. Et je suis tombé sur ce truc qui est assez intéressant. On parlait des élevages d'animaux pour la vivisection. Parce qu'en fait, c'est un énorme business derrière. Et il y a des millions d'animaux en fait, qui sont utilisés pour ces expériences sordides. Et donc, du coup, il faut bien les produire. Disons que l'un est lié à l'autre, quoi. Donc il y a cet article de Libé, le discret business des chiens cobayes, par Sarah Finger. Sarah Finger, c'est, je crois que c'est la spécialiste animaux de Libé. Elle a déjà fait quelques articles sur la cause animale, je l'ai vu passer souvent, correspondante à Montpellier. Voilà. Et ça date de novembre 2022. Situés dans l'Yonne et dans l'Allier, 2 élevages de chiens Beagle destinés au laboratoire appartenant à un groupe américain prospèrent. Un business qui soulève l'indignation des opposants à l'expérimentation animale. Du faux sang, quelques pancartes, là, ils décrivent une manif devant le labo, un mégaphone et une petite casserole sur laquelle un jeune tape avec une cuillère. Ce 24 octobre, des militants tentent de faire entendre leur voix devant l'immense site de Sanofi, à Marcy-l'Étoile, métropole de Lyon. Sanofi, nous sommes ici pour vous pourrir la vie, vos crimes ne resteront pas impunis. Très bien. Ces 13 militants sont venus, parfois de loin, pour dénoncer les expériences sur des chiens. On va revenir aussi sur le mouvement anti-vivisection en France, dans le monde. Et surtout, pourquoi est-ce que c'est aussi claqué en France? Pourquoi est-ce qu'il se passe aussi peu de choses en France? Je vous dis pas que j'aurai une explication. En tout cas, on va faire un petit panorama. Ces 13 militants sont venus parfois de loin pour dénoncer les expériences sur des chiens. De l'autre côté de la grille, les 3600 salariés du complexe industriel de Sanofi restent invisibles. En fait, c'est des vrais bunkers, les trucs. Les élevages de chiens pour la vivisection et les labos sur lesquels ils leur font subir des saloperies. La disproportion des forces en présence amuse l'un des gendarmes mobilisés autour de cette manifestation. Voilà qui va faire trembler Sanofi. Les expérimentations sur les chiens ne relèvent pourtant pas de fantasmes d'une poignée d'animalistes. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 4079 chiens ont été l'objet d'une expérimentation en 2020. 40% d'entre eux ont même subi plusieurs. Comme je disais, souvent c'est des animaux qui sont triés génétiquement, donc génétiquement modifiés, et qui sont élevés et triés pour subir des petites expériences sur eux à répétition tout le long de leur vie avant de les tuer et de faire un bilan dessus. 40% d'entre eux ont même subi plusieurs. Tous ou presque sont des beagles. Une espèce privilégiée car particulièrement gentille et docile. Ça me rend ouf. Parce que j'en connais des beagles. Bon bref, les animaux sont triés et on va le voir après dans les documents de ces enfoirés des labos qui élèvent ces animaux. Ils les vendent comme des marchandises, on va le voir après là, avec comme critère, regardez ce chien sur lequel vous pouvez injecter des saloperies, couper une patte, etc. C'est un très bon produit parce qu'il est très docile, très gentil, il fait confiance aux humains, vous pourrez lui faire n'importe quoi. C'est absolument odieux. On passe à la suite, l'expérimentation est un mal nécessaire. Dixit, je ne sais quelle ordure, on va peut-être le savoir. Que leur fait-on? Injection de produits, prise de sang, prélèvement de tissus ou d'organes, ponction, biopsie, gavage, tests cutanés, cardiaques, cérébraux, ophtalmologiques, autopsie pour analyse. La liste est longue. Les beagles testent, entre guillemets, des médicaments. Des produits chimiques, des vaccins, des produits alimentaires, y compris des matériaux d'emballage. Ils servent à former des étudiants, des vétérinaires ou des scientifiques à la chirurgie. Sont équipés d'appareils médicaux, de prothèses, de systèmes de télémétrie. La recherche fondamentale est appliquée, la chirurgie expérimentale, les études toxicologiques. Vous avez tous sûrement vu ces images où, je vais trouver ça, beagle, vivisection, tabac. Et là, vous avez pété un plomb, oui, voilà. Des chiens beagle utilisés pour tester la toxicité du tabac, alors que même à l'époque, on savait parfaitement que c'était un truc cancérigène de fou. Bref, il va falloir se donner des limites sur ce stream si on veut pas péter un plomb. Voilà, nous sommes plus sensibles aujourd'hui à la souffrance animale, mais l'expérimentation est un mal nécessaire pour faire avancer la science, argumente une chercheuse spécialisée dans la reproduction et travaillant sur des beagles. Comment accepter d'être soigné par la médecine tout en dénonçant l'expérimentation animale? Ah oui, c'est vrai que le fait que je prenne un paracétamol aujourd'hui en 2023, je justifie le massacre de dizaines de milliers de singes en fait. Ouais.
Quelle que soit la réponse, force est de constater que ce secteur se protège de tout regard extérieur. Comme je disais, c'est des véritables bunkers. Il y a un refuge qui accueille que des beagles en retraite d'expérimentation. C'est absolument l'enfer. Je crois que le refuge, c'est la Tanière. Direction Ghana, près de Vichy, dans l'Allier. À la lisière de ce bourg banal, un élevage de beagles destiné au laboratoire côtoie une zone commerciale. Le site est ultra sécurisé. Outre les caméras, les haies touffues et les barbelés, des bâches tendues sur les grilles extérieures bloquent la vision. Ou presque. Un accro nous permet d'entrevoir les alignements de box en béton. Enfermés par petits groupes, les chiens arpentent des courettes en cimentation. Ça me rappelle quelqu'un, ça me rappelle la chasse à course. Combien de beagles sont élevés ici? Sans doute plusieurs centaines. Promiscuité et désœuvrement favorisent des tensions. Dans un des box, une bagarre éclate. Oui, ça me rappelle la chasse à courre, plus que de raison. 2 mètres carrés par chien. Alors, pareil, on est encore sur le même thème. Un autre élevage plus grand se situe à 3 heures de route de là, à Mézy, dans l'Yonne. Lui aussi doté d'un système anti-intrusion. Le centre d'élevage du domaine des souches, CEDS, détiendrait plus de 1500 chiens, dont des Golden Retrievers, utilisés pour la recherche sur les maladies génétiques, telles que la myopathie. Ah oui, c'est vrai. Le Téléthon finance des essais sur des Golden Retrievers. J'ai vu des vidéos, c'est absolument atroce, où genre, ils élèvent des Golden Retrievers pour les rendre malades de la myopathie, quoi. Et donc, ils les regardent crever, c'est-à-dire que ils peuvent plus respirer, plus déglutir, ils se noient dans leur vomi, ils peuvent plus marcher, etc. Bref, une abomination. Comme à Ghana, notre demande de visite a essuyé un refus clair et net. Mais selon nos informations, les conditions de vie y sont similaires. 2 mètres carrés de béton par chien, ni herbe, ni sortie, ni affection. Les femelles enchaînent les portées et sont enfermées 2 mois, jusqu'au sevrage de leurs petits dans des boxes individuelles, sans accès extérieur, avec pour seul confort une caisse en plastique. Comme je vous dis, c'est des marchandises les trucs en fait. D'autres beagles sont placés dans des bâtiments totalement clos pour répondre à des... mais j'ai un max de follow les gars, merci. D'autres beagles sont placés dans des bâtiments totalement clos pour répondre à des demandes spécifiques des clients, autrement dit des laboratoires. La plupart des chiens, qui seraient vendus entre 1000 et 1500 euros chacun, partent vers ces labos, français ou européens, à l'âge de 8 ou 10 mois. Mais en fonction de leurs besoins, les clients peuvent acheter des chiots plus jeunes ou des adultes plus âgés. On va voir plus tard. La fiche produit des beagles produits par certaines de ces boîtes, c'est dingue. Ces 2 élevages cristallisent de fortes contestations. Chaque mois, des militants manifestent durant tout un week-end devant celui de Ghana. En fait, l'élevage de chiens de Ghana dans l'Allier, c'est quand même devenu un des derniers symboles de la lutte contre la vivisection en France. Et donc, il y a souvent des manifs là-bas je sais qu'il y a One Voice, il y a la Fondation Bardot, il y a Animal First qui font des trucs là-bas. Si jamais vous voyez passer des événements Facebook par exemple, de manifs à Ghana, allez-y les gars, chaque mois là. Marilyn, 35 ans. Les gendarmes sont toujours plus nombreux que nous. J'ai même subi 8 heures de garde à vue après avoir annoncé sur Facebook une manifestation pour laquelle nous n'avions pas demandé d'autorisation, raconte cet animaliste. Face à l'opposition du public, les préfectures mobilisent les forces de l'ordre de manière disproportionnée, constate Muriel Arnal, la présidente de One Voice. Cette militante connaît particulièrement bien le dossier. Son association de défense animale a en effet bloqué le projet d'agrandissement de ces 2 élevages. D'abord celui de Mézy, qui avait obtenu en 2018 l'autorisation préfectorale de maintenir jusqu'à 3200 chiens. Muriel Arnal dit « Nous avons gagné notre recours en juin 2019, mais entre-temps, la Cour d'appel de Paris nous a interdit d'utiliser des informations collectées sur place par huissier, en témoignant sur la souffrance des chiens. » Ok. S'insurge Muriel Arnal. Un autre recours mené par One Voice, aux côtés de France Nature Environnement Allier, a mis fin en 2021 à un projet d'agrandissement de Suite Ghana, auquel mairie et préfecture s'étaient déclarés favorables. Oui, parce qu'en fait, ces grands trucs profitent grandement aux mairies, je pense par le biais des impôts, si ce n'est de la corruption locale, mais au moins par le biais des impôts. C'est comme par exemple quand on installe un centre de retraitement de déchets nucléaires à côté d'un bled, vu les impôts et vu le fric que va toucher le petit village à côté, ils vont dépendre en fait de ça pour toujours. Et en fait, ils seront au service de ça. Et c'est ce qui arrive à Ghana et à Mézy, c'est obligatoire. Autre point commun entre ces élevages, et non des moindres, ils appartiennent au même géant américain, Marshall Bioresources, MBR. Mini-cochons, chats, furets, cobayes ou souris, MBR élève toutes les espèces prises par les labos. Mais dans la famille Marshall, depuis 3 générations, on est surtout spécialiste et leader mondial des beagles. La ferme a même déposé une marque, le Beagle Marshall, c'est ça dont je vous parlais, on va voir plus tard. Devenu un produit dont MBR garantit le tempérament calme et docile. Selon les chiffres du ministère, 729 chiens utilisés en 2020 dans nos labos étaient nés hors d'Europe. Combien de Beagle Marshall parmi eux? Et la photo c'est
Le Beagle Marshall est devenu un produit dont la firme garantit le tempérament calme et docile. Calme et docile. Ok, je vais péter un plomb, on passe à la suite. Produire davantage de chiens en Europe, mais oui. L'exportation d'animaux depuis les États-Unis coûte cher et nécessite une logistique complexe. C'est vrai que ça coûte du pognon en fait de mettre des cages avec des trous dedans pour transporter ces pauvres toutous. De plus, la pression des animalistes s'accroît. Et ça, je suis pas sûr que ce soit vrai. Et les compagnies aériennes n'apprécient plus guère ces transports qui nuisent à leur image. Ouais, c'est surtout ça. Le plan de Marshall, c'est donc de se rapprocher des laboratoires européens et de produire davantage de chiens en Europe. C'est pour ça que MBR a racheté l'élevage de Ghana en 2017. Mais celui-ci ne suffisait pas à couvrir la demande européenne. Le groupe américain a fait l'acquisition, en printemps 2021, de Suid-Mézy, qui lui permet de disposer d'un site bien plus grand et de développer l'activité de Bio2M, une société qui assure des prestations de services in situ. Autrement dit, des expérimentations sont réalisées au sein même des élevages. Jusqu'où vont ces études, on l'ignore, parce que évidemment, c'est pas du tout transparent. C'est à Lyon que Marshall Bioresources a installé son siège européen. Et c'est là qu'officie son homme de confiance, Cyril Desvignes, 53 ans, directeur de nombreuses sociétés de la sphère MBR, en tant qu'en France, en Angleterre. Cyril Desvignes n'a pas souhaité nous répondre, mais nous a fait parvenir un texte. Ah oui, en fait, vous allez comprendre pourquoi il n'a pas souhaité répondre. On va voir tout à l'heure ce qui est arrivé. N'a pas souhaité nous répondre, nous a fait parvenir un texte où il est question de chiens élevés dans un environnement adapté à leurs besoins. Par ailleurs, souligne ce communiqué, même si les connaissances progressent de manière continue, aucune méthode alternative n'est actuellement en mesure de remplacer l'utilisation d'animaux, dont le chien, afin de garantir la sécurité de nouveaux médicaments. Idem pour les vaccins, les antiparasitaires, les antibiotiques et autres traitements, affirme-t-il. On verra plus tard les alternatives qui sont développées, et surtout le manque de financement à ces alternatives. Et donc on arrive à la fin de l'article, 4000 beagles adoptés. Ce recours réglementaire à l'expérimentation animale engendre un juteux marché. Les laboratoires Charles River, mastodonte américain, proposant un énorme catalogue d'animaux de labos prêts à l'emploi, où on a déjà inoculé différentes tumeurs et maladies, super, ont ainsi réalisé en France un chiffre d'affaires de près de 64 millions d'euros en 2021. Quant aux beagles de MBR, ils alimentent un dédale de sociétés. Autour de ces deux élevages français, on trouve notamment Utopia, ok bon, 10 millions de chiffre d'affaires en 2021, le CEDS, 1 million, Bio2M, 1 million, MBR Farm, 2,3 millions. Ancienne propriétaire de l'élevage de Ghana, la société Envigo, 4,4 millions de chiffre d'affaires en 2020, se fait quant à elle discrète, bien qu'elle intervienne toujours sur le site. Depuis fin 2021, citation, le panneau Envigo, qui figurait à côté de celui de Marshall, a été ôté de la grille d'entrée, affirme Marilyn, une militante animaliste. Coïncidence ? En 2021, éclatait un scandale dans un élevage d'Envigo situé à Cumberland en Virginie, aux États-Unis. Une enquête de l'association PETA, ils sont à fond aussi sur la vivisection, il y aura pas mal de sources de la PETA dans le stream, dévoilait de terribles conditions de vie de 5000 beagles. 360 chiots étaient trouvés morts dans leur cage par les militants. Les investigations menées par les autorités américaines confirmaient de multiples infractions. Manque de nourriture, maltraitance, euthanasie, blessures non soignées, cadavres en décomposition parmi les vivants. Et ça, c'est ce qui est illégal. Parce qu'en fait, ce qui est légal, on peut leur faire quasiment tout ce qu'on veut. Donc pour que ce soit illégal, il faut vraiment que ce soit un niveau de barbarie, mais intense, quoi. Voilà, issu d'une longue procédure. Environ 4000 beagles encore détenus dans cet élevage ont été placés à l'adoption au printemps dernier. L'un d'eux a été choisi par le prince Harry et Meghan Markle, bien sûr. L'élevage, lui, a été fermé. En France, parce qu'en fait, on va y revenir, mais la lutte contre la vivisection, en Angleterre, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus présent qu'en France, beaucoup plus symbolique depuis les années 70, et c'est pas étonnant que, pour une question d'image, le prince Harry choisisse, par exemple, un chien de laboratoire. En France, seule une infime partie des chiens survit aux expérimentations. S'ils ne meurent pas durant les tests, ils sont tués en fin de protocole, comme je disais, pour être autopsiés. Et des euthanasies de convenance sont encore pratiquées. Alors, euthanasie de convenance, comme on va le voir, c'est les taper contre les murs. Regrette Marie-Françoise Lheureux, présidente de l'association Graal. Elle parle en connaissance de cause depuis plus de 20 ans, elle côtoie l'univers de l'expérimentation. Grâce à son association dédiée aux animaux rescapés des labos, environ 150 beagles sont placés chaque année à l'adoption. C'est absolument super ce que font ces gens. Mais il faut savoir que l'élevage, en fait, il produit des milliers et des milliers tous les mois, quoi.
Donc c'est vraiment essayer de mettre enfin, essayer de mettre les mains en dessous une passoire, quoi. Graal travaille avec 250 unités de recherche publiques et privées qui nous confient les chiens adoptables, explique sa présidente. Donc eux, ils choisissent de bosser comme Tanière, je crois, comme le refuge de la Tanière. Ils choisissent de bosser directement en coop avec les labos de vivisection pour rester en bon terme avec eux et essayer de récupérer le plus d'animaux derrière. Mais après, est-ce que cette méthode participe pas un petit peu au fonctionnement? Un peu, quoi. Mais bon. C'est quand même mieux que rien, c'est quand même beaucoup mieux que rien pour tous ces beagles qui seraient de toute façon assassinés si ces refuges n'étaient pas là. Nous respectons envers ces laboratoires une clause de confidentialité. Les refuges qui accueillent ces beagles ne savent pas d'où viennent les chiens, ni quelle expérience ils ont subi. Voilà, donc. Bon, bref. Ça sert à rien de critiquer ce truc qui est quand même éminemment positif, mais vous voyez bien les limites, quoi. Quand ils sortent des labos, ces chiens ne savent rien faire. Il faut tout leur apprendre, souligne Marie-Françoise Lheureux, mais ils se réacclimatent plutôt bien. Ouais. Ok, bah bravo à Marie-Françoise quand même. Et donc voilà pour cette petite plongée au sein de la vivisection dans les deux labos principaux, enfin non, dans les deux élevages principaux en France. Qu'est-ce que j'ai raté pendant ce temps-là? J'espère que c'est pas trop chiant de lire des articles. C'est pour ça que j'ai prévu quelques petites vidéos après, mais croyez-moi, si je vous ai pas mis que des vidéos, c'est parce que la plupart des vidéos sur la vivisection, c'est en fait des animaux qui en prennent plein la trogne, quoi, et des manières que vous pouvez même pas imaginer. Donc, je crois que c'est interdit par Twitch, j'espère, quoi. Et 2, je veux pas vous faire subir ça, quoi. Enfin, c'est pas. Renseignez-vous si vous voulez les voir, mais voilà. Et on passe à la suite, et donc ça, c'est Animal Testing, une autre asso contre la vivisection en France, qui a interviewé des employés qui bossent dans des labos de vivisection. Dans mon équipe, c'est des gens qui, un jour ou l'autre, se sont retrouvés au chômage, ne savaient pas quoi faire. Ils ont postulé là par hasard et puis ils ont atterri ici. Toutes les lapines qui mettent bas en même temps, on appelle ça une série. Donc nous, il nous faut tant de lapros par série, et ceux qui sont en trop, on les tue. Ça peut aller jusqu'à 40, une trentaine, on peut jamais prédire combien il va y en avoir parce qu'on sait jamais combien vont naître. Mais bon oui, ça peut aller au moins une bonne quarantaine, oui. C'est officiellement tué à la naissance. Avec ce genre de vidéo, on va tomber dans le réel et on va sortir de la théorie et de l'éthique des vivisecteurs. Parce que là, c'est les gens qui racontent comment ça se passe vraiment. La loi leur permet de faire n'importe quoi et toutes les dingueries possibles à ces animaux, mais on va voir qu'en fait, ils les respectent même pas, en fait. Pour tuer les lapins, les employés doivent les taper. Et puis on les tape contre une tôle en fer. Et après, on les met dans un sac. On les met tous dans une boîte et puis on les prend un par un et on les tape. On les tape un par un. Hyper fort, comme ça, ils meurent sur le coup, en fait. Jusqu'à la mort. On fait ça aussi avec les lapros jusqu'à leurs 3 semaines et demie, 4 semaines à peu près. Dès qu'un lapro a un défaut, qui boit, qu'il a une patte cassée ou une oreille en moins, et on le prend, on le tape et puis voilà. Et ça peut arriver, une fois, un truc qui m'a profondément choqué, je venais d'arriver dans l'entreprise, et j'ai ouvert la cage et il y a un lapro qui est tombé, et il s'est brisé le cou, apparemment il était moitié en train d'agoniser, et ma collègue l'a pris, l'a assommé, la cervelle a explosé de partout. C'était horrible. On tape des lapros quasiment tous les jours. Quand on en voit un qui manque une oreille, on doit le taper. Donc ça peut aller jusqu'à 4 à 5, 6 lapros. C'est l'usine en fait. Dans la série. Et puis après, quand on fait les tours, parce que tous les jours on doit faire le tour des cages pour regarder comment ils vont, s'il y en a qui ont des blessures ou quoi que ce soit. Et si les jeunes ont des blessures qui sont pas soignables, on les tape. Parce qu'on peut pas les euthanasier en leur injectant le produit parce que leurs veines sont trop petites. Il y en a qui trouvaient ça immonde, qui était pas possible, que c'était pas capable. Mais bon, moi, on m'a limite forcé à le faire. Parce que bon, au début, je savais pas comment faire, puis bon, je n'osais pas le faire, j'avais peur. Et puis donc j'ai demandé 1 ou 2 fois à ma chef si elle pouvait le faire, donc elle me l'a fait. Puis un jour, elle m'a fait, non, tu te débrouilles.
Donc bah, j'étais toute seule dans le bâtiment avec mon lapin, il a bien fallu que j'en fasse quelque chose, quoi. Donc bah, j'ai fermé les yeux, j'ai pris mon sac, je l'ai tapé fort et je l'ai jeté direct dedans. J'ai même pas eu le courage de voir s'il était mort ou quoi, enfin c'était horrible, quoi. Est-ce que c'est les mêmes gens qui s'occupent de faire ça là que de faire les expériences? Ou est-ce que c'est vraiment genre il y a différents types d'employés, il y a genre les médecins un peu avec plus d'études qui eux vont s'occuper de torturer les animaux avec raffinement, leur injecter des saloperies, etc. et prendre des notes, et les autres qui, comme elle dit, étaient au chômage avant et eux sont chargés en fait de flinguer tous les animaux, nettoyer la cervelle après. La première fois que j'ai vu, quand j'ai vu le lapin tomber par terre, j'ai regardé ma collègue, j'ai dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Comment on fait? Elle m'a dit, bah, on va le taper. On va le taper. J'ai dit, mais on va le taper comment? Bah, tiens, tiens, bah, donne-moi le. Donc, du coup, j'ai donné, puis bam, elle l'a tapé, elle l'a balancé dans le sac. La cervelle, elle avait explosé partout, il y avait du sang partout. Oh, je suis resté, mais bouche bée devant ça, quoi. Je tremblais limite. C'était horrible. On m'a jamais. Je suis tombé sur des annonces de labos qui recrutaient avec les commentaires des gens genre ah c'était horrible, j'ai fait que ramasser de la merde de chien et des cadavres pendant 6 mois et ils m'ont jeté comme une merde. Bref, c'est vrai qu'il y a différents niveaux d'employés. Prévenu de ça, hein. Ouais, en fait le fait qu'elle soit pas prévenue, c'est la preuve. On m'a toujours dit t'inquiète pas, c'est un coup à prendre, une fois que t'auras pris le coup, tu verras plus rien. Mais bon, non. On serre toujours les dents, on ferme toujours les yeux, et même si on le fait, on a envie de vomir juste après, quoi, parce que c'est horrible. Hein. Justement, je prenais sur moi, j'évitais au plus possible d'avoir à le faire. Une fois, j'avais dit avec la responsable du site. Le lapin s'est mis à cracher du sang par la bouche. Il avait les yeux révulsés, il était complètement en train de mourir. Elle m'a dit non, tu le prends, tu le donnes à prélever, et on l'a prélevé comme ça, quoi, alors qu'il était en train de mourir, à cracher du sang par la bouche, les yeux. Entassés dans des cages non conformes, bricolés par les employés eux-mêmes, ces lapins se cassent les pattes et se les rongent de stress jusqu'à l'os. En fait, ils ont fait installer des sortes de mezzanines dans les cages. Mais bon, c'est des mezzanines qui sont bricolées eux-mêmes avec du matériel qu'on trouve n'importe où, quoi, dans n'importe quel magasin de bricolage. Et le problème, c'est que c'est pas vraiment adapté, et les lapins se coincent les pattes dedans et se les cassent. C'est comme dans l'élevage, dit l'ogre dans le chat. Mais ouais, mais en fait, avec la vivisection, il y a une addition de saloperies. C'est-à-dire que on voit toutes les merdes qu'il y a dans l'élevage, on voit toutes les merdes qu'il y a dans l'eugénisme des animaux, que ça engendre, etc. Dans le non-respect qu'il y a de leur vie, que tout simplement d'être enfermé, quoi, et d'être utilisé. Mais en plus, tu rajoutes le raffinement et la cruauté pseudo-scientifique derrière, et en plus à la fin une logique d'abattoir où ils se débarrassent d'eux, enfin c'est vraiment c'est le summum. On est obligé de les euthanasier parce qu'ils ont des pattes cassées, et ça, les pattes cassées, on en retrouve au moins 3-4 par jour. Et puis après ils sont par deux dans des cages pareil minuscules avec leur... Parce que là en fait c'est une employée de bas niveau qui explique, donc on voit plus le côté c'est vrai saloperie d'élevage, etc. et tous les déchets, tous les dégâts secondaires, alors que avec les expérimentations en elles-mêmes, il y a toute une philosophie dégueulasse qui va derrière, et on va venir dans le fond du sujet juste après. Ils nous ont dit qu'il fallait pas prélever plus de 4 tubes par semaine, alors que nous, attends une seconde, je reviens. on en prélève 12 en même pas une semaine, quoi. Et pareil sur les femelles, on prélève 14 tubes, et puis alors qu'il fallait pas en prélever plus de 10, enfin maxi. Et même quand ils sont endormis et qu'ils sont anesthésiés et qu'on les pique dans le cœur, ils se mettent à hurler. Et ça c'est horrible parce qu'on sent le cri de la mort, on sait pas si... pour nos supérieurs nous disent qu'ils sont complètement en train de planer, les lapins, la kétamine ça les shoot, donc c'est pour ça qu'ils crient, mais les cris qui poussent, on voit vraiment que c'est des cris de la mort. Et il y en a certains qui se réveillent alors qu'ils ont l'aiguille dans le cœur. Bon, je crois que c'est assez, d'accord, je crois que vous avez compris le truc. Ça sert à aller plus loin que ça, parce que... Quoi que ces gens pourront raconter, quels que soient les témoignages qu'on va lire, quel que soit ce qu'on va voir comme image, imaginez-vous bien, parce que je vous le dis moi en préparant ça, ce sera juste de la surface de l'horreur qui est en fait. On peut passer à la suite quand même, qui est
l'histoire grosso modo de la vivisection et de ce que ça représente dans la société, de l'idéologie du truc. J'ai récupéré pas mal de documents, parce que bon, il n'y a pas grand monde qui s'intéresse à ça. Mais j'ai réussi à trouver des trucs super. Je me bois un petit verre et je vous lis ça devant ce magnifique tableau, une démonstration physiologique avec la vivisection d'un chien, avec à côté en bas à gauche un autre chien qui fait ah au secours. J'ai trouvé ce truc sur l'époque où la vivisection a été systématisée, a été vraiment théorisée, parce qu'il y en a depuis longtemps bien sûr, des gens et des vieux médecins du style Molière, le Maladie imaginaire, ou même avant là, qui faisaient des tests sur les humains et sur les pauvres, évidemment qu'ils le faisaient aussi sur les animaux d'élevage et tout ce qu'ils trouvaient. Et à l'époque, il n'y avait même pas de loi sur le bien-être des animaux domestiques, donc imaginez un petit peu. Mais c'est devenu une vraie méthode à un moment donné de la société, avec un certain genre de personnes qui ont pris le pouvoir à ce moment-là, qui ont imposé tout leur mode de production à eux, et du coup, ça a créé cette industrialisation de l'élevage d'animaux pour s'en servir alors, pour les bouffer, comme vous savez, machin, mais aussi pour la science. Et donc là, on a une grande figure française, Claude Bernard. Attendez, Claude Bernard, je vais retrouver. Il y a un tableau assez connu qui représente le fameux Claude Bernard en train de découper un animal. Et donc ça, c'est une grosse figure très connue en France. Il est adoré des chercheurs. C'est vraiment... comme vous pouvez voir, le style déjà dit tout de lui. Sa tombe, bon, elle est encore là. Elle n'a pas encore été vandalisée, je sais. C'est déjà bien pour lui. Un gros carré, exactement comme les animaux qui sont enfermés dans la vivisection. Voilà, grosso modo, c'est ça le fameux tableau. Le Claude Bernard 1189 par Léon L'Hermite. Léon L'Hermite, un grand peintre classique du réalisme français. C'est dégueu, c'est pixelisé, mais c'est le tableau que tous les vivisecteurs ont dans leur salon, bien sûr. Et donc il y a un article sur La Terre d'abord qui est un site de référence pour tout ce qui est cause animale en France, quoi. On avance sur plein de trucs. Et donc ça, 11 janvier 2019, un article sur la vivisection de Claude Bernard pour les leçons sur la chaleur animale. Alors vous allez voir, en termes de dinguerie, on a le professeur, on a une éminence grise, une éminence marron, je dirais plutôt, pour faire du mauvais humour. Attendez, est-ce que j'ai pas une musique ? Non, je vais éviter. Et voilà, l'une des plus grandes faiblesses de la défense des animaux en France est l'incapacité à former un mouvement anti-vivisection avec une grande base populaire, comme en Angleterre. Il y a toujours eu des gens avec une très grande abnégation pour ce combat, comme International Campaigns, mais malheureusement, les personnes défendant les animaux n'ont jamais compris la signification de la question, dit laterredabord.fr. Essayons de contribuer à ce grand travail restant à mener avec un regard sur un ouvrage important écrit par celui qui est considéré comme la plus grande figure de la vivisection, Claude Bernard. L'ouvrage en question de 1876 est intitulé « Les leçons sur la chaleur animale, sur les effets de la chaleur et sur la fièvre ». On a ici ce qu'on appelle une sommité. Précision d'ailleurs tout de même qu'il ne s'agit pas ici de dénoncer la science ou la médecine, ni les scientifiques ou les médecins, il s'agit de critiquer une méthode, en soulignant que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est le leitmotiv de cette émission. Le piège est ici bien entendu qu'il n'y a pas de science sans expérience, et c'est là qu'intervient le véritable déconnexion de toute sensibilité. Claude Bernard a une conception totalement étroite du domaine de l'expérience. Donc là, on va rentrer un petit peu dans le fonctionnement de la médecine, de la philosophie scientifique, etc. Accrochez-vous un peu. On va lire un bout de ça pour comprendre l'esprit de la vivisection. C'est un truc majeur, c'est un document majeur en fait. En apparence, c'est très bien, parce qu'il veut dire par là que les êtres vivants n'existent pas par magie, et il n'est pas religieux, si on préfère. Il ne croit pas que les êtres vivants existent parce qu'il y a une sorte de souffle mystérieux, ou on ne sait quoi encore. Mais ça l'amène à séparer totalement le corps de tout le reste de la nature. Faisons ici une citation pour bien cerner son point de vue. Donc ça, c'est Bernard qui parle. La conception de Descartes domine la physiologie moderne. Les êtres vivants sont des mécanismes, dit-il. La cause immédiate des phénomènes de la vie ne doit pas être poursuivie dans un principe ou dans une force vitale quelconque. Il ne serait pas exact de dire que nous vivons dans le monde extérieur. En réalité, je ne saurais trop le répéter, nous n'avons pas de contact direct avec lui. Nous n'y vivons pas. Attends, qu'est-ce que tu racontes là ? Notre existence ne s'accomplit pas dans l'air, pas plus que celle du poisson ne s'accomplit dans l'eau ou celle du ver dans le sable. L'atmosphère, les eaux, la terre sont bien les milieux où se meuvent les animaux, mais le milieu cosmique reste sans contact et sans rapport immédiat avec nos éléments doués de vie. La vérité est que nous vivons dans notre sang, dans notre milieu intérieur. Oh ok, là on plonge dans... on est en mode Dexter.
Ce que rejette Claude Bernard ici, c'est le principe de Gaïa, la planète vivante. Pour lui, chaque être vivant est replié sur lui-même, en lui-même. À l'époque, ça faisait très sérieux. Aujourd'hui, même quelqu'un rejetant le principe de Gaïa est bien obligé d'admettre qu'il existe une interaction entre les êtres vivants et leur environnement, rien que par les bactéries. Tout l'article est saupoudré de petits découpages, là, de petites images de trucs d'époque. Et à chaque fois, ça donne un petit coup d'œil sur l'horreur qu'il y avait. Donc là, c'est une expérience. Chaleur devenue mortelle. Donc à mon avis, ils ont brûlé un animal vivant. Les animaux de l'expérience précédente sont remis le lendemain dans la même étuve, qui monte cette fois de 45 à 52 degrés. À 4h05, les animaux sont introduits dans l'étuve. Chat, après 6 heures, mort avec convulsions et troubles respiratoires. Le lapin, pareil, après 6 heures, mort avec agitation, puis coma. Le pigeon, en 5h25, mort avec agitation, tremblement et convulsions. Donc c'est ce que disait la nana de la vidéo précédente. Son boss aurait dit « Mais non, il est en train de planer grâce aux médicaments ». La grenouille, elle, est parfaitement vivante à 52 degrés et retirée de l'étuve. Je me demande ce qui lui est arrivé. Troisième expérience, ils font avec des invertébrés, des sangsues, des scarabées, et ils les font cramer, bon bref. Citation de Claude Bernard. Les expériences surfaites dans mon laboratoire sur des chiens et dans les abattoirs sur des moutons. Dans ces deux séries d'expériences, d'une part sur les chiens, d'autre part sur les moutons, le sang du cœur droit fut toujours trouvé plus chaud que le sang du cœur gauche. Ouais, en fait, le mec veut réinventer l'eau chaude en flinguant des animaux, en fait, parce que c'est sa passion. J'opérais sur les animaux vivants et non anesthésiés, bien sûr. Le thermomètre a été introduit successivement par la veine jugulaire et par la carotide, jusque dans les ventricules. C'est chaud ce sujet. Je crois que j'aurais dû faire un sujet sur autre chose, sur les chats mignons, comment bien les caresser, tu vois. Là, un sujet sur la vivisection, ça va être que ça, quoi. Désolé de vous faire subir 1h16 de dinguerie comme ça. L'approche de Claude Bernard refuse les anesthésiants, hein, bien sûr, hein, ceci perturberait l'expérience. Il utilise par contre du curare pour paralyser les nerfs moteurs, l'animal ressentant tout par contre. Là on est vraiment dans les purs films d'horreur des années 90. Ou pour plonger du matériel le long des veines, le plus loin possible, jusqu'au... Ah ! C'est une approche systématique. Claude Bernard coupe par exemple la moelle épinière pour mesurer la température de deux muscles. Un en contraction, l'autre pas. Il broie le ganglion thoracique pour mesurer la température de l'oreille. Et ça, c'est des trucs qui se font encore. C'est des trucs qui se font encore, comme je vous ai raconté au début, avec la personne qui a fait un TP de bio à l'UTC, la souris qu'ils ont tuée. C'est ça, grosso modo, qui lui faisait subir. Genre, pour montrer aux gens que, ah oui, c'est vrai, ce que ce mec a déjà prouvé, eh bien regardez, on peut exactement le reprouver en tuant un nouvel animal. Allez, c'est parti, on fait ça 3 millions de fois. Bon, là, je me répète un petit peu, hein, désolé. La vivisection n'est pas seulement un crime parce qu'elle torture. La torture est déjà un crime en soi, inacceptable. Mais il est bien connu que l'on y résiste mieux, si on ose dire, si on sait pourquoi on l'est. Par exemple, pour des raisons politiques. Là, les animaux ne peuvent rien comprendre à part avoir l'impression d'être tombés dans une sorte d'enfer. C'est du terrorisme et également condamnable. Et donc, on va parler un petit peu d'histoire. Alors là, j'ai galéré pour retrouver ça parce que quasiment personne ne parle de ces trucs, mais c'est très intéressant. En quoi est-ce que la bataille contre la vivisection, c'est un truc central pour la cause animale. Et depuis le début, depuis l'invention, depuis la création de la SPA ou de la SPCA en Angleterre, c'est un truc au cœur de la cause animale et de la protection animale. Parce que c'est vraiment, comme vous avez pu le voir, ce qu'on peut faire de pire. Et encore, j'essaie de réfléchir quand je dis ça à ce qu'on peut faire de pire que ça. Mais comme les mecs ont carte blanche pour s'amuser avec des animaux, oui, ça va forcément être le pire. Donc, forcément, en termes de qualité comme de quantité, c'est le pire de ce dont on est capable. Et c'est basé sur une philosophie erronée de la science. Donc on va aussi y revenir un petit peu plus tard. Mais donc là, ça va être un petit peu plus léger. On va parler du début de l'opposition à la vivisection, particulièrement en Angleterre. On viendra sur la France juste après, avec des petites vidéos et des trucs marrants. Et donc là, on est sur la bataille du Brown Dog. C'est un extrait de matérialismedialectique.com des communistes qui s'intéressent à la cause animale. C'est extra rare, c'est le contraire de ces beaufs du PCF. Et donc là, ils ont fait tout un dossier sur l'ALF, la naissance de l'ALF, d'où, pourquoi, etc. Et il y a tout cet article qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est en Grande-Bretagne que se fondit la première association moderne de protection des animaux, la Society for the Prevention of Cruelty to Animals, SPCA, en juin 1824. Ça fait 200 ans. La SPCA s'engage sur le terrain des conditions des animaux dans les fermes et la production, mais mena également campagne contre la vivisection, comme on va le voir, ainsi que les sports impliquant la violence jusqu'au sang et la peine de mort.
Le mouvement se cantonnait cependant aux humanistes des classes aisées, dans une perspective idéaliste. Comme c'est un site de communistes, il y aura une analyse évidemment de classe de la cause animale. Il était porté par des femmes appartenant à la haute société, je crois qu'on peut le voir sur cette photo, et saisissant le caractère dépassé de certains comportements aristocratiques, tentant d'aller dans le sens d'un humanisme à prétention moraliste. Voilà. Donc c'est le fruit de son époque en même temps. 1824, il n'y avait pas de mouvement ouvrier, il n'y avait pas d'ALF, etc. Et donc, la grande figure de ce courant fut Louise Lint af Hagby, issue de la plus grande aristocratie suédoise, qui mit sa culture au service d'une intense propagande contre la vivisection. Donc c'est déjà un combat symbolique au 19e siècle. Accompagnée alors de son amie suédoise Leisa Catherine Schartau, elle avait été horrifiée en 1900 par la situation des animaux subissant la vivisection à l'Institut Pasteur à Paris. Institut qui continue ses saloperies. Le PCF s'intéresse beaucoup aux animaux, surtout à leur cuisson et leur assaisonnement. Exactement, Weigart. Ces ordures ne sont pas dignes du mot communisme. Ainsi, les deux femmes s'inscrivirent-elles en 1903 à l'école londonienne. Tiens, je pensais qu'on disait londinienne. Peut-être que c'est que dans Astérix qu'on dit londinienne. De médecine pour femmes, qui ne pratiquait pas la vivisection, mais permettait d'assister à celle effectuée dans le cadre des études des hommes, au King's College ou au University College. Louise y prit 200 pages de notes et les remit aux dirigeants de la Société nationale anti-vivisection, la LCNAV, fondée en 1875. Elle y décrit notamment, donc c'est la première infiltrée dans des trucs de vivisection, c'est quand même très fort. Elle décrit notamment comment, devant une audience étudiante, à chaque fois rieuse, des professeurs procédèrent à plusieurs reprises à l'opération et la dissection sans anesthésie du même chien. Faut que j'arrête de péter un plomb devant chaque description de vivisection parce que je pourrais pas finir le stream, je suis désolé. Elle dit entre autres, je sais pas si je dois lire ça encore. Parce que là, elle va raconter comment un chien est découpé vivant. Non. Je passe à la suite. La situation de ce pauvre chien terrier de couleur marron, c'est sûrement lui, donc le Brown Dog, ouvrit une période de plusieurs années de polémique publique, formant l'affaire dite du Brown Dog. La première étape fut un procès en diffamation en 1903, dès la publication des notes des deux étudiantes. Gagné par le médecin en chef ayant dirigé la vivisection, le dirigeant de la Société nationale anti-vivisection fut ainsi condamné à une forte amende. Les images du procès, un mec a l'air d'expliquer en quoi c'est super et ça fait pas mal aux animaux, en bas un mec absolument blasé, comme vous sûrement devant ce stream. The Times salua le verdict, mais regretta le hooliganisme médical des étudiants en médecine, particulièrement virulent. À l'opposé, The Sun, le Star ou le Daily News dénoncèrent le verdict. Et donc là, ça commence à cliver déjà. Il y a des camps qui se forment. Et une vaste mobilisation se produit en effet pour rassembler l'argent de l'amende. Ok. L'écrivain américain Mark Twain publiait au même moment un conte, A Dog's Tale, où sont racontées les terribles mésaventures d'un chien fidèle avec une dénonciation acerbe de la vivisection. Donc on est en 1903 là. L'ouvrage de ces deux étudiantes fut lui-même republié plusieurs fois sous le nom de gros crash, mais sauvage, gros blue screen, gros écran bleu. Bref, encore un mec d'un labo de vivisection qui essaie de me censurer, je le sens, c'est toujours comme ça. Le mouvement anti-vivisection rencontra alors le mouvement ouvrier, oui, ça on est en 1906. Les fonds furent rassemblés afin d'élever un mémorial en l'honneur du chien. Élaboré par le sculpteur Joseph Whitehead, il devait servir de fontaine. Pour ceux qui reviennent, blue screen, tout s'est éteint. Je sais pas si c'est parce que j'ai trop d'onglets, j'ai des vidéos lancées en même temps, j'ai la GoPro, j'ai le Twitch Studio et tout, mais bon. Je vais essayer de rafraîchir ça parce que je suis sous une fenêtre plein soleil là. La vivisection rencontre le mouvement ouvrier naissant. Des fonds sont rassemblés afin d'élever un mémorial en l'honneur du chien. Élaboré par le sculpteur Whitehead, il devait servir de fontaine, tant pour les humains que pour les chiens et les chevaux, avec un multiple système d'irrigation également à leur hauteur. De plus, le quartier choisi fut celui de Battersea, un bastion populaire avec une forte base socialiste et un soutien fort au mouvement anti-vivisection. Le premier maire noir d'un quartier de Londres, il serait élu par le conseil municipal en 1913. Le quartier possédait également un petit hôpital n'employant que des personnes anti-vivisection, le Battersea General Hospital, qui exista de 1903 à 1933. Le quartier disposait également d'un refuge pour chiens. Dis donc, ils étaient déter dans ce coin-là. Le Battersea Dogs Home, dirigé par le duc William Cavendish Bentinck, un conservateur possédant pratiquement toutes les hautes décorations honorifiques, qui considérait comme non seulement horrible, mais absurde que des chiens de refuge soient fournis pour la vivisection. Ah ouais, d'accord. Le mémorial, que voici,
fut inauguré le 15 septembre 1906 en présence notamment de l'écrivain végétarien Georges Bernard Shaw, prix Nobel de littérature en 1925, ainsi que de Charlotte Despard. Donc voilà, la fontaine avec des petits trucs en bas là pour les toutous. Là je crois que c'est pour les chevaux. Et la partie humain, bah je sais pas si les humains buvaient dans les mêmes fontaines que les chevaux à l'époque, ils se faisaient pas autant de chichi. Hein. Le mémorial devint le pont de cristallisation de la lutte des classes. Toute l'attitude par rapport à la société se polarisait, symbolisée par rapport à l'acceptation ou le refus de la vivisection. Sur le mémorial, on pouvait lire « En mémoire du terrier brun, chien mis à mort dans les laboratoires du collège universitaire en février 1903, après avoir enduré la vivisection, s'étendant sur plus de 2 mois, et ayant été remis d'un vivisecteur à l'autre jusqu'à ce que la mort vienne à son soulagement. » Ainsi, à la mémoire des 232 chiens ayant subi la vivisection pendant l'année 1902. Hommes et femmes d'Angleterre, combien de temps ces choses seront-elles? Petite manif stylée sous une colonne. Donc il y avait qui? Animal Defense, Anti-Vivisection Society, Battersea Protest, et ils mettent le brown dog partout, c'est devenu le chien symbole. Ils font ça aussi à la manif devant le labo, enfin devant le truc d'élevage à Ghana. Ils ont un chien, c'est toujours le même, avec un tatouage en numéro 42, un truc comme ça. Après avoir tenté des recours légaux, la situation devient explosive à partir de novembre 1907. Les étudiants en médecine lancèrent des opérations de vandalisme, la première s'ensuivant par une arrestation suivie d'une amende. Cela s'ensuivit d'une manifestation de 1000 étudiants en médecine, tenant l'effigie du chien sur un bâton, chantant « Pendons-le, le magistrat Paul Taylor sur un pommier amer, alors que nous continuons de marcher, tentant de brûler l'effigie du magistrat avant de jeter celle-ci dans la Tamise. » Ok. La tension ne cessa pas et les réunions des suffragettes furent même attaquées en général par les pro-vivisection, les étudiants en médecine. Ce qui témoigne bien de la lecture faite de la question. Ce qui veut dire, c'est qu'à ce moment-là, la lutte autour du brown dog et contre la vivisection, c'est un truc qui fait partie d'un mouvement plus général du peuple, quoi, avec pour le droit de vote des femmes, le mouvement ouvrier, etc. Les ennemis, les pro-vivisection, les ennemis de ça, l'ont bien compris. Et donc s'attaquent à tout le monde en vrac. De fait, en décembre 1907, ce furent les masses du quartier qui empêchèrent une attaque d'une centaine d'étudiants, à la fois contre le mémorial et contre l'hôpital. Putain, mais les bâtards. Un millier d'autres étudiants s'étaient rassemblés dans le centre de la ville et provoquèrent plusieurs heures de pagaille rangée avec la police. Celle-ci fit en sorte d'avoir désormais 6 policiers protégeant le mémorial. Putain, c'est chaud. Comme pourtant la direction du mouvement était restée dans les mains des membres de la haute bourgeoisie et des cercles libéraux, le mouvement s'enlisa à un conseil municipal. Ouais, en fait, disons que ce qui veut dire, c'est que le mouvement n'était pas dirigé par des gens qui, eux, faisaient le lien entre tout ce qui se passait dans la société à ce moment-là. Ils voient les choses un peu de manière séparée, toujours comme un point de vue moral que pour les animaux, mais ils ne voient pas le lien avec le reste. Les gens, eux, du quartier Battersea, ont clairement vu que c'était un mouvement de la société qui se mettait en marche, mais pas la direction du mouvement. Le mouvement s'enlisa. Un conseil municipal conservateur s'accorda avec l'État pour expliquer que le coût de surveillance du mémorial était trop onéreux, voilà. Et malgré les rassemblements de plusieurs milliers de personnes, dans la nuit de mars 1910, 4 ouvriers encadrés par 120 policiers enlevèrent le mémorial. Ça coûtait trop cher de le maintenir. C'était un moment historique. Le mouvement ouvrier n'avait pas été en mesure de prendre le flambeau. La question restera dans les mains d'une critique libérale, du conservatisme. Les capacités des libéraux étaient bien plus fortes sur le plan intellectuel et culturel, ainsi que sur le plan des moyens matériels. Et donc, grosso modo, voilà l'histoire du Brown Dog, un truc fondateur quand même du mouvement contre la vivisection en Angleterre. Donc ça, c'est le même site qui a fait un document énorme sur l'expérimentation animale, et comme donc ça revient encore sur le côté philosophique et la base matérielle de ça. Et donc là, il y avait un truc intéressant dans ce chapitre-là, la systématisation industrielle de l'expérimentation animale. Donc, pour faire un petit résumé, on a avant le fameux Claude Bernard là, et jusqu'à lui, des gens qui s'amusent sur tout ce qu'ils trouvent. Avec Claude Bernard, il y a toute une idéologie qui va avec comment est fait la nature, comment est-ce qu'on doit la voir et comment est-ce qu'on doit étudier les choses, et donc qui justifie de généraliser cette pratique en fait de vivisection. Et là maintenant, cet article, il parle d'une nouvelle étape qui est atteinte à peu près dans les années 40-50, avec le développement vraiment du capitalisme de manière intensive, en termes non seulement de mode de production, mais de consommation aussi, qui fait que les animaux qui en prennent plein la gueule déjà dans la nourriture, la fourrure, etc., vont être aussi utilisés comme des marchandises de manière extensive dans la science, dans l'expérimentation animale. Et donc là, ça commence par raconter le début de cette époque, avec le procès de Nuremberg. C'est là où je vous disais qu'on allait faire le lien entre les deux. Le procès des médecins nazis par un tribunal militaire américain à Nuremberg en 1947 avait dénoncé la vivisection humaine, formulant les principes d'une expérimentation humaine présentée comme éclairée, mais justifiant de fait
l'expérimentation animale à tous les niveaux. C'est-à-dire que en dénonçant la vivisection humaine faite sur les gens dans les camps de concentration par les nazis, du coup, ça permet de justifier la vivisection animale comme quelque chose de différent. Parce qu'ils sont à un moment où ils doivent définir les choses, en fait. Cette expérimentation animale existait déjà dès le 19e siècle, mais elle ne possédait pas une systématisation, qui n'apparaîtra qu'avec le H24 du capitalisme, c'est ce que je viens de vous dire. En effet, chaque marchandise va alors être testée, l'animal devenant lui-même l'expérience. Tout est testé, depuis la barre chocolatée Mars jusqu'au dentifrice, depuis l'angle de l'imprimante jusqu'aux ceintures de sécurité. Tout est testé non seulement une fois la marchandise réalisée, mais également souvent dans la genèse de la marchandise elle-même. Et comme il y a de plus en plus de marchandises, il y a de plus en plus d'animaux pour subir les tests. On a une démarche ici tout à fait pragmatique. Les possibilités techniques toujours plus grandes, permises par le développement des forces productives, le développement du capitalisme, de l'industrialisation, amène la tendance à ne plus raisonner mais à essayer pour trouver. En fait, c'est la science qui s'adapte au mode de production de masse qui arrive à ce moment-là. Plus on a de données, ça c'est comme ça qu'ils décrivent les choses, plus on a de données, plus on sait. Et donc plus on sait, mieux que les autres. C'est donc une porte ouverte à la fuite en avant dans l'expérimentation afin de trouver quelque chose, même si on ne le cherchait pas initialement. C'est vrai que dans la science, il y a plein de trucs qui ont été trouvés sans vraiment le chercher, mais c'est vraiment très fréquent. Et comme je disais au début, quand ça parlait d'animaux qui étaient utilisés pour la recherche fondamentale, c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'ils font tester tout type de trucs sur les animaux, comme si c'était rien, et s'ils trouvent un truc, au bout de 3 millions de morts, ils le trouvent, et c'est bon, ils peuvent le vendre, quoi. Grosso modo, c'est ça que ça raconte. Enfin bref, on passe d'un mode d'expérimentation animale artisanale à vraiment industriel. Là, je vous ai retrouvé le truc de dingue. Ça, c'est le site Marshall Bioresources. C'est le géant américain qui a racheté les élevages de toutous de Ghana et de Mésil, dont on parlait tout à l'heure. Et donc, ça, j'ai trouvé les fiches produits des animaux qui vendent. Les voici. Et donc, c'est en anglais, je vais traduire ça. Évidemment, ils respectent l'éthique des animaux, et ce sont des animaux vraiment faits dans le respect de leur bien-être. Le fameux Beagle Marshall. Depuis 50 ans, le copyright Marshall Beagle a contribué à la sécurité et à l'efficacité des tests de nouveaux médicaments et de nouvelles thérapies. Voilà, leur produit est très efficace. Regardez, le Marshall Beagle, ils ont aussi en stock sur les rayons le Marshall Beagle APD SPF, qui est un tout petit chou. Qu'est-ce qu'ils leur font, ces ordures ? C'est le meilleur modèle canin pour développer tout type de saloperies sur ces animaux. Vous pouvez les découper, enlever leurs organes, les remettre dans le désordre comme un monsieur patate. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Leur injecter des merdes dans les yeux. Ils ont été testés pour l'herpès, le parvovirus. Vous pouvez tester tout type de merde sur ces toutous. Il y a aussi, ils ont le chat Marshall et le chat Marshall APD SPF. Ces chats ont été élevés en isolation totale et vous pouvez faire plein de tests sur eux. Ils produisent aussi des mini-cochons, des mini-cochons Göttingen, je sais pas, ils donnent pas les prix exactement. Les cochons et les humains ont beaucoup de similarités physiologiques. Ils vendent aussi des furets, oui, pour tester sur lui des trucs de neurosciences. Vous pouvez lui mettre des électrodes dans le cerveau, tester des infarctus sur lui. Des souris, ça c'est le modèle de souris qu'ils vendent. Et ils vendent aussi des, entre guillemets, cobayes, des cochons d'Inde. Voilà, donc ça c'est les produits. Et donc il y a toute une industrie en fait de l'élevage, des animaux, d'expérience. Parce qu'on voit en fait, dans les premiers slides, il disait qu'il y avait des millions de ces animaux qui étaient tués de cette manière tous les ans. Je crois que c'est 200 millions dans le monde et plusieurs millions en France. Du coup, dont beaucoup des souris, ok, mais du coup, il y a tout un business derrière, évidemment. Et là, on passe à un nouveau chapitre. Je bois un petit verre d'eau, mais c'est mon chapitre préféré. Les gens qui en ont ras le cul et qui décident d'y aller. Donc voilà, vous connaissez tous la LF. C'est un mouvement d'action directe, né en Angleterre dans les années 70, et qui s'est principalement axé sur, comme je disais, qui est né en fait de militants contre la chasse à courre, de la Unsaboteur Association, et qui se sont dit, bon bah voilà, maintenant qu'on a lancé quelque chose, on peut peut-être s'en prendre au reste de l'exploitation animale. Et donc, je crois que c'est en 73, il y a Ronnie Lee qui c'est un saboteur de chasse à courre anglais, qui décide de créer le Band of Mercy. Et donc, c'est un petit groupe d'activistes qui décide de s'en prendre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que la chasse à courre comme lutte symbolique
et donc tout le monde sait que c'est absolument affreux, la vivisection, quoi. Donc évidemment, il y a plein de labos en Angleterre aussi qui font ces horreurs, et ils ont commencé à faire quelques dégâts à droite à gauche. Dans le même dossier que le Brown Dog, et donc là, il y a tout un truc sur la naissance de l'ALF. Ça explique les premières actions, il y a quelques groupes qui naissent, des gens se saisissent de la lutte contre la vivisection pour aller directement dans le tas et sauver des animaux, et aussi créer aussi un symbole autour de ça, quoi. Les gens se posaient les questions à ce moment-là, est-ce qu'on va s'en prendre direct aux ordures qui font du mal aux animaux, est-ce qu'on va les marrer chez eux, etc. Et donc il y avait un grand débat entre ce mouvement naissant. Et c'est quelque chose qu'avaient refusé les unsaboteurs à l'époque, et c'est ce qui a choisi de refuser l'ALF à ce moment-là. Donc Ronnie Lee et les gens qui étaient autour de lui ont décidé plutôt d'avoir une approche qui soit propager des gestes simples pour libérer les animaux, et qui soit abordable par absolument tout le monde, pour que ça devienne un mouvement de masse en fait, et pas seulement un truc élitiste. Sous l'égide de Ronnie Lee, le fondateur du truc, l'ALF conservait une démarche facile à porter, et portée par n'importe qui, sur une base très simple, devant permettre une vague de sabotage qui forcerait, en théorie, l'exploitation animale à plier. En pratique, ça a quand même bien fait du mal aux labos de vivisection en Angleterre pendant 20-30 ans. L'ALF produisit en ce sens une charte qui consistait en les points suivants. A. Libérer les animaux des endroits où l'on abuse d'eux, c'est-à-dire les laboratoires, c'est cité en premier, les fermes-usines, etc. Et les amener dans de bons endroits où ils auraient de grandes chances de vivre leur vie naturelle, libre de souffrance. Infliger des dommages économiques à ceux et celles qui profitent de la misère et de l'exploitation des animaux. Révéler les horreurs et atrocités commis contre les animaux derrière les portes fermées à clé, en menant des actions directes non violentes et des libérations, et prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne mettre en danger aucun animal, humain et non humain. Et donc voilà l'approche de l'ALF qui s'en prend directement au labo où se pratique la vivisection, des mini-enfers sur Terre. L'ALF a engrangé, vraiment, a réussi à créer un mouvement de masse aux États-Unis. À un moment donné, il y avait 27 000 groupes locaux, quoi. Je sais qu'en France, on va y venir, hein, mais on galère à créer 5-6 groupes locaux pour les animaux, même pour une cause aussi précise que, je sais pas, la chasse à courre, la vivisection. Faut voir qu'à ce moment-là, il y avait une vraie culture populaire autour de ça. Quand je dis une culture populaire, c'est vraiment une vraie culture. Genre, il y avait des groupes de punk qui revendiquaient ça, il y avait toute une imagerie qui allait avec. Et donc, Ronnie Lee fait un peu de tôle, à droite à gauche, les gens de la LF aussi sont souvent arrêtés, et ils s'en prennent beaucoup au labo de vivisection, et fin des années 80, ils décident, Ronnie Lee et des potes à lui décident de créer ce magazine, ce fanzine. Alors vous allez voir, c'est vraiment à l'ancienne, ça s'appelle Archangel, et donc c'est donc il y a des petites BD avec des animaux, et des articles de gens qui racontent pourquoi est-ce qu'ils agissent pour les animaux, et c'est intéressant parce que il y a des campagnes pour les animaux contre la vivisection, principalement de toute l'Angleterre, de tout le Royaume-Uni, avec des petits dessins partout. Il y a des trucs positifs, des campagnes pour les animaux en général. Disons que c'était un fanzine qui se voulait un peu unificateur autour de la LF et autour de la dimension de la LF, qui était quand même assez critiqué par d'autres assos qui refusaient l'action directe à ce moment-là. Il donnait la parole à un peu tous les groupes animalistes du moment. Et ils font le lien entre tout le monde. Voilà, donc là, c'est les résumés de tout ce que les groupes locaux en Angleterre faisaient à ce moment-là. Donc c'est un journal qui était publié tous les 6 mois. Là, c'est hiver 1989. C'est l'un des premiers numéros, je crois, c'est le numéro 1 ou 2. Par ville, il y en a au moins 2, c'est dingue, il y a des manifs tout le temps. Même si c'est des trucs de 4 personnes, il y a quand même une effervescence dans le pays à ce moment-là. East London, Hastings, Leicester, Liverpool, des petites BD, bon, la qualité n'a pas vraiment survécu, mais Southend, Swansea, Worcester, quelques pages sur les unsaboteurs, évidemment, vu que c'est la fondation de toute action directe pour les animaux, c'est de là qu'est née en fait la LF et le reste, hein. Sur le front des libérations animales, donc là c'est clairement, le symbole c'est un mec de la LF qui sauve un chien de labo, et donc là il y a plein d'actions, et donc il y a des actions partout. Ce mec est en PLS parce que sa ferme de poules a été défoncée. J'abandonne, dit-il. Et là, on arrive dans le truc international. Attention. Donc il y a des actions. À ce moment-là, Pays de Galles, Écosse, Irlande, Australie, Canada, Italie, Allemagne, Japon, Pologne, Suède, USA, et il y a la France. Il y a un tout petit truc en France. Et en fait, on va le voir ou pas. Il y a quasiment rien de la France en fait. Et c'est le mauvais élève de fou quoi. Genre à chaque fois, tu lis Archangel. De temps en temps, t'as une petite phrase genre nous en France, on a dit que c'était pas bien. Alors que les autres à côté, ils ont des actions d'éther de fou.
Et donc là, en France, cette année-là, il s'est passé un truc et c'est marrant parce que c'est dans l'Oise. Dans la région du nord de l'Oise, un labo privé de tests de médecine a été attaqué. 42 chiens ont été sauvés. De l'équipement de laboratoire a été défoncé. Et tous les scientifiques et toutes les notes des scientifiques ont été détruites. Le Front de libération des animaux, qui a enlevé dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 août 38 chiens d'un laboratoire situé près de Compiègne. Mais c'est où ça? Mais c'est où ça? Alors, donc ce centre n'est connu que pour le fait de s'être fait défoncer, très drôle. Et donc là, autre truc en France, Greystoke. Greystoke, on va se mater une mini-interview de ce type qui était Patrick Sacco, qui a depuis créé un refuge. J'avais quand même un peu les genoux qui tremblaient quand je suis arrivé sur place à minuit. Il n'y a pas un bruit. On sait qu'on va casser, on va ouvrir une fenêtre. On va pénétrer dans un lieu public. C'est un centre de recherche national. Et bon, c'est toujours un petit peu intimidant. Et dès que je suis allé dans cette animalerie, je suis tombé dans cette animalerie, c'était fini. Le regard des babouins, que j'ai regardé de longues minutes, m'avait rendu autre, m'avait complètement galvanisé et enlevé mon inquiétude. Ça, c'est facile à comprendre. Hein. Tous ceux qui ont suivi une chasse à courre avec Ava ou autre, hein, ils arrivent le matin en se disant bon, c'est chaud, on fait que filmer, on suit, etc. Et puis quand tu tombes sur le cerf, la langue pendante, avec des mecs qui essaient de l'assassiner en rigolant, tu changes d'état d'esprit, évidemment. Tu changes d'état d'esprit. Tu as beaucoup plus de courage et de confiance. Comment j'appartiens à la communauté des hommes? C'est pas possible. J'ai ressenti une haine, d'une violence inimaginable envers mes semblables. C'est pas possible. Des humains, des êtres comme moi, ils font ça à des animaux. C'est fait calmement, tranquillement, avec détermination. Et je savais que rien n'allait pouvoir nous arrêter. Parce que ces babouins avaient des calottes en résine sur le crâne qui plongeaient dans différentes zones du cerveau, qui étaient reliées par le biais de ces électrodes à des... Il raconte des exercices de... C'est les trucs de trépanation dont je vous parlais. Qui plongeaient dans différentes zones du cerveau, qui étaient reliées par le biais de ces électrodes à des écrans, des capteurs qui étaient censés déterminer quelles étaient les zones sensibles, de manière à pouvoir chercher les médicaments adaptés. Et donc, il y a une petite vidéo de l'action, parce qu'en fait... Le principe de ce truc, c'est que oui, il faut libérer les animaux, mais aussi il y a une dimension symbolique de révéler ce qui se passe à l'intérieur en fait. Alors ça va être en mauvaise qualité. On voit pas trop que c'est grave pixelisé. T'as la galère à l'époque pour attacher une caméra sur sa tête sans la GoPro. C'est vraiment d'une qualité atroce. En plus, ça a été réuploadé sur Dailymotion. Ils sont partis avec les cages. Parce que des babouins, c'est quand même assez fort comme animal et ils auraient sûrement pas compris que ces mecs essayaient de les sauver. Donc ouais, j'imagine qu'ils ont dû les transporter avec les cages. Les lapins sont dans la voiture. Oh non. Il est à gare là, il est à gare. Ça va, Va doucement, va doucement. Oh non, checké, c'est abusé. C'est ce que je vous disais. Ils leur ont enlevé le crâne et ils ont mis une espèce de petit sac pour protéger son cerveau, ces bâtards. c'est pas mal non plus, là. Je pense que c'est de l'expérimentation de physiologie nerveuse. C'est-à-dire que, bon, au départ, je pense qu'on branche des électrodes sur on est relié ces électrodes qui sont portées dans le crâne à des appareils et... Je vais les défoncer. Bon, bref. On peut pas regarder ces trucs comme ça en restant de marbre, là, j'aurais pas dû mettre ça. Enfin bon, bref, vous voyez le genre de mec extrêmement déter qui était à l'œuvre à l'époque, et donc la lutte contre la vivisection était un truc symbolique. Et maintenant, différentes méthodes. Alors celle-là, c'est la plus marrante. C'est celle que je vous teasais au début. J'ai entendu parler de ça par des mecs qui connaissaient des mecs, qui connaissaient ça. Grosso modo, des mecs ont volé le cadavre de la belle-mère d'un directeur de labo.
Et ils ont gardé son cadavre en otage et on dit on te rend ta belle-mère si tu fermes ton labo. Donc les mecs à qui je parlais en Angleterre disaient ouais non c'était abusé, franchement c'était un petit peu abusé. Pendant 6 mois les militants ont nargué les halls leur disant que le corps serait rendu s'ils fermaient la ferme. Le corps n'a été retrouvé que la semaine dernière dans les bois. La semaine dernière c'est... il n'y a pas la date là. Si. Après que Smith ait dit aux autorités où il se trouvait. Alors, en fait le corps devait commencer à puer chez les mecs et ils ont dû le ramener quoi. Bon bref, grosso modo voilà l'histoire. Du cadavre de Madame Amonde. Déjà, un petit point sur la tanière Zoo Refuge. Je sais pas pourquoi il s'appelle comme ça. Peut-être parce qu'ils font visiter aussi et qu'ils prennent des revenus de ça. Et c'est un de ces refuges qui sort des animaux de labos de vivisection. Billetterie, est-ce qu'on voit des animaux des pensionnaires, cannelle. Un peu. Ça, si c'est un singe, c'est sûrement un animal de sortie de labo. Après 3 protocoles et 19 années passées au service de la recherche. Attends, mais ils en parlent comme si c'était un employé, Cannelle. Et qu'elle avait 19 ans d'ancienneté pour cotiser pour sa retraite. Passé au service de la recherche dans les domaines des neurosciences et de l'optique. Bon bref, vous savez ce qui s'est passé en fait. Ils lui ont injecté des conneries dans les yeux. Ils ont essayé de lui ouvrir le crâne pour lui mettre des puces dedans. Pauvre Cannelle. Mais donc elle a été récupérée. Après... c'est entre guillemets bon et loyaux service. Parce qu'en fait, ils présentent les choses comme ça, parce que je pense que, comme on l'a dit en début de stream, c'est une asso qui est quand même en lien avec les labos et qui reste en bon terme avec eux pour quand même éviter que des animaux une partie des animaux soient tués et qu'il leur soit donné en fait. Donc du coup, ils peuvent pas dénoncer la vivisection en tant que telle. Ils récupèrent des animaux quand ils servent plus et juste au lieu d'être foutus à la poubelle, ils sont offerts à la tanière. Ça permet aux labos de donner une bonne image d'eux. Genre, regardez, des animaux ont une belle fin de vie après avoir servi la science. Mais en fait, et en même temps, on va pas critiquer non plus parce que, Cannelle quoi, tu vois. Tu vois, Cannelle quoi. Et on va faire le lien avec ce qui se passe en France. Je vous disais que en France, le mouvement contre la vivisection s'est jamais développé de manière aussi massive qu'en Angleterre. Et donc en France, voilà ce qu'on a comme lutte symbolique en ce moment. Comme on vous parlait des labos Ghana et Mézille, les deux élevages principaux de Beagle pour l'expérimentation animale en France, possédés par Marshall Bioresources. Et il y a des manifs tous les ans, même plus que tous les ans, devant au moins Ghana. Il y a quelques années, c'était plus autour de Mézille, et maintenant, c'est autour de Ghana. Avec, comme je disais, la Fondation Bardot, Christophe Marie, etc. Donc les gens sont souvent pas très nombreux. Il y avait même Émeric Caron qui est venu faire un tour à une manif récemment. Mais il faut que ce truc survive et il faut qu'il prenne de l'ampleur. Donc il faut réfléchir en France à comment donner un aspect de masse à la lutte contre la vivisection. Avec peut-être tous les éléments que j'ai pu donner là et d'autres, hein. On pourra continuer d'en parler. C'est pas le seul stream que je ferai sur la vivisection. Mais voilà grosso modo ce qui se passe en ce moment en France. One Voice 2021. Mais il s'est passé des trucs en 2023 depuis. Élevage de chiens pour les laboratoires à Ghana. Le tribunal administratif annule le permis de construire. Donc on l'a déjà dit tout à l'heure. Muriel Arnal, la présidente de One Voice, une personne absolument super que j'ai rencontrée, dit « Les chiens soufflent le martyre dans les laboratoires et l'élevage de Ghana ne fait pas exception. L'opacité de ce secteur est entretenue volontairement et il faut bien plus de transparence et de contrôle. » Oui, c'est le minimum. « La France s'honorerait en finançant les recherches des méthodes substitutives. En attendant, nous nous battons pour ces chiens cobayes. Obtenir l'interdiction de l'agrandissement de cet élevage représente des milliers de vies épargnées. » C'est vrai. Une histoire d'argent où les chiens sont des produits. En 2017, le géant américain Bioresources Marshall a repris cet élevage, destiné à souffrir et mourir sur des paillasses carrelées des laboratoires avant de racheter cette année celui de Mézille, pour éviter les inconvénients liés au transport aérien, les animaux vers des laboratoires. Le but, faire toujours plus d'argent avec les chiens en France, sachant que notre pays fait partie des 3 plus gros consommateurs de chiens au sein de l'Union européenne pour l'expérimentation animale. Donc la disparition des élevages de Ghana et de Mézille, ça représenterait quand même un gros coup COUP à ce mastodonte de la torture qui est Marshall Bioresources. Même si c'est pas le seul évidemment, mais voilà. Voilà, je sais pas trop comment finir ça. On peut faire un petit tour sur les alternatives, hein, parce qu'évidemment, on est en 2023, et des alternatives aux expériences sur les animaux, il en existe tout type, ne serait-ce que avec l'IA, avec par exemple, regardez ça. Epic Skin, ils arrivent à faire assez facilement aujourd'hui des peaux synthétiques. Ils peuvent faire des épidermes, des peaux complètes, des muqueuses gingivales, vaginales, orales et de cornée. C'est tout à fait possible en fait. Mais tant qu'il n'y a pas de thunes publiques mises là-dedans, bien sûr, ce sera plus simple de flinguer des animaux à la chaîne. De toute façon, c'est l'état d'esprit de la science d'aujourd'hui sous le régime capitaliste qui veut ça en fait. Hein. Donc il existe aussi d'autres trucs. Les expériences in vitro par exemple, des organes sur puce. Voilà, ok.
la recherche d'aide d'humains volontaires. C'est vrai que pour plein de tests, j'ai un pote qui faisait ça pour arrondir ses fins de mois. C'est pas très sain non plus, mais bon, c'est quand même mieux. Des simulateurs de patients humains informatisés. Et même de toute façon, genre là, je peux vous faire la liste de toutes les alternatives qu'il y a contre la vivisection. Il y a la question morale qui est derrière et à laquelle ces infos ne répondent pas en fait. Qu'à un moment donné, soit on décide d'arrêter les dingueries en tant qu'humanité, quoi. Et là, dans ce cas, on se posera même pas la question de est-ce que c'est efficace ou pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on continue de faire ces saloperies? Est-ce que ça vaut le coup? Il faut se poser les questions moralement en tant que société. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce que c'est une question de profit? Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Et après, toutes ces questions techniques de genre, est-ce qu'on peut... Alors ça oui, ça non, ça vient après. Ça vient après. Mais ça, c'est une question de volonté politique. Et il y a encore tout cet état d'esprit. Parce qu'en fait, je conclue là-dessus. Il faut bien comprendre que la vivisection, c'est aussi un état d'esprit chez les scientifiques. C'est-à-dire que quand on fait des études de véto ou de médecin aujourd'hui ou de chirurgien, on est forcé de passer par là. Et donc ça te moule un petit peu dans une certaine façon de procéder et de voir le monde et de voir les choses. Et donc du coup, il y a encore la figure de Claude Bernard qui est une idole parmi des scientifiques français. Et quand on s'attaque à la vivisection en général, il y a, par exemple, regardez ça. Là, c'est un article du CNRS, c'est même pas un mec tout seul qui a fait son blog. C'est le CNRS qui le prend personnellement. On s'en prend à la recherche animale. Donc, nous, le CNRS, on doit défendre le modèle de A à Z. Et donc, ils se fendent un article en entier pour dire regardez, des extrémistes se plaignent, mais on est forcé de continuer, voilà, car. On fait ça bien dans l'éthique, etc. Ils veulent pas se remettre en question parce que c'est trop profond en fait dans la façon de faire de la recherche en France et dans le monde. Et donc voilà, il y a encore un article sur Claude Bernard en 2013 par le Midi Libre. Je vais vous lire ça parce qu'il y a des citations, il y a des punchlines de vivisecteurs. Père de la médecine moderne, de la recherche clinique, de l'expérimentation animale, Claude Bernard, dont en fait le bicentenaire, voilà pourquoi, de la naissance, appartient à la catégorie des scientifiques universels. Ces chercheurs qui bouleversent la vision du monde empire. À l'image de Galilée et de Newton, Claude Bernard, il est d'un certain level. À l'image de Dieu lui-même, Claude Bernard a su s'affranchir des obscurantismes de son époque et en créer de nouveaux pour notre époque. Et développer sa théorie de la méthode expérimentale. Entretien avec René Mornex, de l'Académie nationale de médecine, professeur émérite de l'Université de Lyon. Alors on va lire le truc, mais avant tout, je mets la tronche à René Mornex. Voilà. Claude Bernard est né le 12 juillet dans le Beaujolais, élève peu brillant mais doté d'une curiosité hors du commun. Poussez pas les enfants à être curieux les parents, c'est un vilain défaut. Ça mène à devenir un psychopathe ou Claude Bernard. On a fait une observation ou une expérience, mais une fois l'observation ou l'expérience faite, on raisonne. Et pas avant. C'est un petit peu con les gars. C'est alors que toutes les explications peuvent arriver avec la couleur de l'esprit de chacun. Cette citation de Claude Bernard résume parfaitement sa méthode. Pour le professeur Mornex, à l'époque, tout le monde savait que le curare était mortel. En revanche, personne ne comprenait le pourquoi du comment. La méthode de Claude Bernard consistait à prendre les étapes les unes après les autres. Consistait à flinguer des tas d'animaux en leur injectant du curare et les regarder crever. Claude Bernard, c'est à la fois la naissance de la médecine moderne et la mort de l'âme de l'humanité, oui. Ah, ils ne le disent pas? Ah, mince, pardon. Ah, pardon, c'est moi qui rajoute, pardon. Il a établi les bases des études pharmacologiques. À l'époque, ce concept était révolutionnaire. La France, 2 siècles après la naissance, a peur d'être en retard. Ah, ce serait dommage. La recherche thérapeutique s'ouvre dans l'Hexagone, dit René Mornex. Elle est terriblement handicapée par un cadre réglementaire trop strict, qui ne favorise pas les esprits curieux. Bon, j'en ai marre. Tout cela alourdit les dossiers, au point que les grandes firmes se détournent de la France pour faire leur expérimentation. Ah oui, c'est vrai ça. Les animaux sont trop protégés en France? Pardon gros. L'idée même de la science de progrès a perdu du terrain, dit René Mornex. La France a peur, et cela se traduit par le principe de précaution. Bah c'est vrai, c'est un scandale ce principe de précaution, pourquoi faire gaffe? Comme dit Claude Bernard, on découpe, on flingue, et après on raisonne. Voilà René. Il n'y a aucune possibilité en médecine d'arriver à la vérité absolue, pure, pour les traitements et leurs effets secondaires. Avec les règles actuelles, l'aspirine sera interdite. Une note d'espoir tout de même. Selon notre interlocuteur,
L'expérimentation à la Claude Bernard perdure, une note d'espoir. Notamment pour comprendre les mécanismes des maladies qu'on appelle la physiopathologie. Et là en France, nous disposons d'une très belle équipe. Nous disposons également d'unités de recherche. Ils disposent de plein de trucs, mais alors une âme, là-dedans, là, entre les deux oreilles, il n'y a pas grand-chose. Voilà la conclusion de ce stream. On a atteint les bas-fonds. Et on est encore là. Merci d'avoir plongé dans la fange avec moi là aujourd'hui. Ça demande un peu de boulot. Et bon, on en refera d'autres sur la vivisection quand il y aura d'actualité. Je vous préviendrai à chaque fois qu'il y a une manif, à Ghana par exemple, devant le truc, s'il y a des nouvelles assos qui se créent avec des nouvelles méthodes. Et pendant ce temps, si vous pouvez, si autour de chez vous, vous tombez sur des infos locales avec des labos de vivisection, des élevages d'animaux pour être massacrés et torturés, faites-m'en part, hein, on va publier tout ça sur nos réseaux. C'est important quand même de maintenir ce mouvement hautement symbolique et hautement important vivant en France.